Bonsoir, ravi de vous retrouver sur Al24 News et votre rendez-vous du mercredi soir, Réal Politique. Restez avec nous. Et nous sommes en compagnie de professeur Mohamed Berkour. Bonsoir. Bonsoir madame. Le terrorisme et l'extrémisme violent représentent les principales menaces auxquelles la région du Sahel reste confrontée. D'abord, quel état des lieux de la situation sécuritaire dans la région? Pour 2021-2022, le Sahel constitue l'épicentre du terrorisme au monde. Donc c'est pratiquement 48% de toutes les victimes du terrorisme à l'échelle mondiale en 2021 étaient originaires du Sahel. Deuxièmement, on voit aujourd'hui la complexification des phénomènes de par deux facteurs. Le premier facteur, c'est la prolifération de ce phénomène au-delà du Sahel. Oui. Donc il y a cette convergence en matière d'utilité du terrorisme pour les groupes terroristes au Sahel, mais aussi en Afrique de l'Ouest et à la Corne de l'Afrique. Donc on voit ce continuum du terrorisme. Deuxièmement, c'est qu'on voit aussi aujourd'hui le développement d'entreprises du terrorisme, les deux plus grandes entreprises au monde, donc Al-Qaïda et l'État islamique, par un certain nombre d'acteurs de la région, mais aussi avec l'arrivée d'un nombre très important de combattants terroristes étrangers. Oui. On voit aussi, par cette complexification, l'émergence de ce qu'on appelle couramment aujourd'hui le terrorisme communautaire, donc qui utilise à la fois des référents religieux, des référents historiques, mais aussi des référents communautaires. On le voit avec le Front du Massina au Mali, on voit avec Ansar al-Islam au Burkina Faso, mais avec une prolifération de cette nouvelle typologie de terrorisme à travers le continent aussi. Il faut dire aussi, Madame Rim, que le Sahel est aussi confronté à des variables structurantes qui ont facilité non pas l'émergence, mais la consolidation de ce phénomène, de cette menace au Sahel. À savoir la déchéance des États. Ça a commencé avec la Libye après la chute de Tripoli le 20 août 2011, la mort de Kadhafi le 20 octobre 2011, puis on a vu la création d'un certain nombre d'acteurs du terrorisme avec la prolifération d'armes. C'était par millions. Oui. Millions d'armes, soit légères ou tactiques, mais aussi la prolifération d'anciens mercenaires sahéliens qui étaient dans des milices libyennes. On voit aussi depuis cette date une présence étrangère qui s'affirme, se confirme, se consolide. On a vu avec l'opération Serval janvier 2013, on a vu plus tard 2014 Barkhane, on a vu quelques années plus tard la création de cette dynamique de mutualisation des capacités européennes dans la Task Force Takuba. Mais on a vu aussi, il faut le dire, aujourd'hui 12 pays étrangers sont présents d'une manière ou une autre par le biais d'armées ou de compagnies militaires, ce qui fait qu'aujourd'hui la situation sécuritaire constitue une véritable source de menaces pour les pays de la région, du Sahel et des pays voisins de cette zone. Les solutions doivent être des solutions souveraines, doivent être aussi des solutions de part des acteurs de cette zone et non pas des schémas importés ou exécutés par des puissances étrangères. Tous ces aspects, nous allons les développer dans cet entretien, professeur Mohamed Berkour. D'abord, on va revenir sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Ces deux notions distinctes, professeur, et on a déjà eu l'occasion dans de précédents numéros de parler de la différence entre les deux. Donc l'extrémisme violent se présente sous plusieurs formes. Vous avez parlé d'un spectre, je m'en souviens. Absolument. Professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, la différence entre les deux notions? Absolument. Le spectre, ça veut dire qu'il y a déjà eu des assises doctrinales de ce qu'on appelle couramment l'extrémisme. Il y a des convictions qui sont au niveau des individus, mais ces individus n'essaient pas de les imposer aux autres. L'extrémisme violent, c'est l'utilisation de la violence, notamment verbale, les narratifs, les discours de la haine,
les discours qui créent les éléments disons de la divergence, mais aussi les éléments de refuge en matière identitaire. Quand on parle de terrorisme, c'est une action, malgré que c'est vrai qu'il n'y a pas un consensus autour du concept à l'échelle mondiale, mais en sciences politiques, dans les études sécuritaires, il y a pratiquement 4 paramètres qui définissent ce terrorisme, à savoir, c'est l'effet déjà un terrorisme de groupe, donc c'est un groupe d'au moins 3, c'était les débats de Palerme en 1998, et puis c'est les desseins politiques, oui. Soit contre l'État, contre les institutions ou contre la cohésion sociale. Troisièmement, c'est la sensation par une surmédiatisation. Et quatrièmement, c'est cette violence systématique de ces groupes. Aujourd'hui au Sahel, on voit tout ça. On voit des discours de la haine, on voit des discours de la divergence, on voit des discours contre l'État et contre les institutions et contre la cohésion sociale, ce qui fait que ces dessins sont des dessins de déstabilisation et sont des dessins qui sont exécutés aux dépens de la centralité de l'État. Même à parler aujourd'hui d'acteurs non étatiques dans ces pays, c'est aussi conforter ces idées de divergence, ces idées de la non-centralité des États, voire même une certaine volonté de... C'est le plus dangereux. C'est plus dangereux, volonté de créer des passerelles entre des éléments endogènes à ces États, mais aussi avec des facteurs exogènes ou des acteurs exogènes au nom de la société civile, au nom des communautés. On a vu ce problème déjà en Colombie il y a très longtemps. On le voit aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique. Au Sahel, ça risque aussi d'être alarmant si les États sont marginalisés dans les approches de prise en charge du terrorisme. Très bien. Donc vous avez cité il y a un instant les groupes terroristes les plus actifs dans la région. Vous avez parlé de Massina, de Ansar Allah. Il y a également AQMI, Boko Haram. J'aimerais vous demander quels sont les principaux groupes terroristes qui représentent une véritable menace pour la région. Tous les groupes terroristes posent des menaces, produisent des vulnérabilités aux États. Qui sont les plus actifs? Ils sont tous actifs parce qu'aujourd'hui, il y a des alliances mobiles entre ces groupes. On parle souvent d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. On oublie que c'est Al-Qaïda aussi, pour l'histoire, en 2011. Il y avait cette alliance opérationnelle avec Boko Haram dans l'exécution de schémas terroristes à Abuja. C'était une première. C'est 2011, septembre 2011. Et on voit aussi même la mobilité des alliances par rapport aux groupuscules terroristes qui s'associent des fois avec Al-Qaïda, des fois avec d'autres groupuscules. Même des fois, il y a cette tendance associée avec l'État islamique. On voit aujourd'hui l'État islamique du Grand Sahara, qui agit un peu partout en Afrique, dans la zone sahélienne. On le voit très actif dans le triangle des frontières, Mali, Burkina et Niger. On voit aussi l'État islamique en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest. On voit l'émergence de beaucoup de groupes qui s'associent, non pas par dessein, mais par volonté de rester actif avec le narcotrafic. On le voit aussi s'associer avec la traite humaine, avec le trafic d'armes, avec pas mal de groupes de crimes organisés. On voit aussi, il faut le dire, Madame Rim, que des groupes ont été créés aussi par des États, par les services de l'enseignement des États. Oui. Vous donnez l'exemple du Mojab, au moment de l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, qui a été créé par les services marocains, qui est un relais, qui était un relais de ces services et qui était aussi très associé aux routes de la drogue, donc notamment la résine du cannabis. Donc il y a toujours besoin de lire cette dynamique terroriste, non pas d'une manière figée, mais plutôt d'une manière dynamique, et de voir ces acteurs comme étant des acteurs sur un échiquier d'insécurité globale dans cette région. Donc ces alliances rendent-elles le phénomène plus tenace, professeur? Le phénomène du terrorisme, Madame Rim, est très tenace, il est résilient, il est évolutif, il faut le dire. C'est pour cela qu'aujourd'hui on parle
non pas de l'émergence d'un épicentre, mais la consolidation de cet épicentre au Sahel. Oui. On voit la France qui, dans des discours de désengagement, se redéployer tout en restant présente de par ses forces dans des États du Sahel. Donc, ce qui veut dire qu'on voit un élargissement du champ d'action des groupes terroristes au Bénin, au Togo, au Cameroun, Côte d'Ivoire, voire même en Guinée équatoriale. On voit l'émergence d'un nouveau front du terrorisme qui n'était pas existant auparavant. C'est un nouveau front qui est venu avec la découverte d'importants gisements de gaz dans la zone de Cabo Delgado, Mozambique par exemple. On voit aussi cette pénétration des groupes terroristes Chebab de la Somalie, de la Corne de l'Afrique au Mozambique. Donc il y a ce dynamisme en matière de schéma d'action et en matière aussi d'alliance de ces acteurs terroristes. Alors vous avez dit que ces attaques des groupes terroristes au Sahel sont souvent associées au trafic de drogue, d'êtres humains, de trafic d'armes également. Je voulais vous demander, et vous avez parlé des principaux facteurs qui font que la situation se dégrade. Y a-t-il d'autres facteurs que vous n'avez pas cités? Oui, il y a déjà il y a un certain nombre de facteurs qui contribuent à la complexification du phénomène. Déjà, comme je disais, il y a la porosité des frontières très poreuses. Donc il y a un problème aussi de capacité de gestion sécuritaire de ces États. Oui. Les 5 États dits du G5 Sahel, aujourd'hui sont 4, avec le désengagement du Mali, c'est moins de 2 milliards de dollars en 2021. Ils étaient à moins de 730 millions de dollars il y a quelques années. Donc problème d'incapacité en matière de ressources. Il y a aussi des problèmes de prolifération d'injustice, d'inégalité socio-économique. Il y a un sens de frustration de quelques composantes socio-ethniques. Il y a aussi cette incapacité des États post-coloniaux, aujourd'hui on les appelle des États importés, un concept qui a été développé par l'éminent chercheur français Bertrand Badi dans son livre L'État importé. Ils essayent de reproduire les schémas institutionnels de la France coloniale sur des réalités qui ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un décalage entre ces volontés politiques et les réalités sociopolitiques. Et le point qui est aussi important, c'est que, vu la fragilité de ces États, vu leur incapacité ou l'incompétence à mieux gouverner leur territoire, il y a des territoires qui sont en dehors du contrôle de l'État. On a vu au Mali en 2012, c'était plus de 920 000 km² qui étaient occupés par les groupes terroristes et les groupes du crime organisé. Aujourd'hui, on voit au nord du Tchad, on voit aussi des risques et des menaces dans d'autres pays de cette région. Mais il faut dire aussi que les facteurs accélérateurs, c'est aussi les choix opérationnels de la France et de ses alliés dans cette région. On a vu, Madame Lim, il faut le dire, il faut le souligner, il faut jamais l'oublier, que l'opération Serval janvier 2013 n'était pas conforme aux 3 résolutions du Conseil de sécurité sur le Mali après mars, après la chute du régime d'Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012. Ce qui veut dire que c'était une des opérations militaires sous prétexte de demande du régime militaire qui était en place. Oui. Mais en fait, ce n'étaient que des opérations qui n'ont pas pu créer les conditions de l'endiguement du terrorisme, mais plutôt ils ont créé un climat favorable à l'émergence de ce front du terrorisme, de cet épicentre du terrorisme. Donc c'est ce qui explique l'échec de l'engagement de la France dans la région, professeur? Après 10 ans, c'est un échec frappant, pour ne pas dire flagrant. Aujourd'hui, les chiffres du terrorisme, par exemple en 2022 et 2010, le terrorisme a été multiplié par 10. Une croissance de 1000%. Ce qui veut dire que quelque part, il y a des facteurs liés à cette présence, à ces opérations qui ont poussé
vers l'émergence de cette épicentre du terrorisme. Le terrorisme, il n'y a pas eu de déclin du terrorisme, il y a eu à la fois développement ou croissance de ce phénomène, mais aussi l'élargissement de son champ d'action à travers tout le Sahel. Il faut dire aussi que, Madame Rim, que Barkhane, après Serval, n'a pas aussi atteint les objectifs annoncés, qui est la sécurisation des pays du Sahel par la mise hors de nuit du terrorisme. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces groupes sont toujours là et que ces États sont plus fragiles qu'en 2013 et que les efforts de mutualisation dits du G5 Sahel, qui le G5 Sahel a été une création française, oui, pour orienter les combats et utiliser les forces militaires et les armées des pays du Sahel comme chair humaine. On voit plus de victimes dans ces opérations tchadiens que français, maliens que français, nigériens que français. Ce qui veut dire que les opérations étaient aux dépens aussi de la stabilité de ces pays. Donc on peut parler clairement d'une ingérence qui n'a abouti à aucun résultat, à aucun objectif annoncé par la France. C'était des opérations militaires qui ne répondaient pas aux réalités de ces pays. À lire, comme je disais, les chiffres sont clairs, 1000% de croissance du phénomène terrorisme, c'est dire que c'était un échec. C'était des opérations militaires, de l'interventionnisme français, avec un esprit colonial, ou post-colonial, qui a fragilisé davantage ces pays. Le Mali de 2022, ce n'est pas le Mali de 2013. Oui. Le Burkina Faso de 2022 ou 2023, ce n'est pas le Mali de 2012. On a vu même au Mali, au Burkina Faso, pardon, il y avait l'engagement français par l'opération Sabre à partir de 2010. Sabre, c'est le même concept en français que le concept en termes charte, qui est Takuba, qui est utilisé pour la mutualisation avec les États européens dans la task force Takuba. C'est aussi le Sabre. On a vu en 2018 la formalisation. En 2023, c'est la fin de cette opération Sabre au Burkina Faso suite au changement de régime. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une prise de conscience par rapport aux besoins de sécurité, mais aussi une prise de conscience par rapport aux conséquences néfastes de la présence étrangère et de l'interventionnisme étranger, notamment français. Alors avant d'évoquer les stratégies à adopter par les pays concernés, professeur, j'aimerais revenir sur la crise libyenne et son impact sur la sécurité de la région. On le sait, après le conflit libyen, il y a eu une circulation des armes, les armes ont circulé plus librement. Comment, selon vous, cette crise a-t-elle contribué à la dégradation de la situation, en citant notamment la manière avec laquelle s'est déroulée la chute du régime Kadhafi? Bon, la chute du régime Kadhafi, Madame Rim, a été presque programmée, parce que dans l'histoire des Nations Unies, on n'a jamais vu une prise de décision aussi rapide de résolution du Conseil sous le chapitre 7, la 1970 et la 1973, en moins de 28 jours. On a vu des opérations militaires 2 jours après. Ce qui veut dire qu'il y a eu cette volonté de non pas seulement de protéger les civils à l'est du pays. Et on a vu la résolution de 1973 parler de 2 choses. Cette no-fly zone, mais aussi la protection des civils. Mais dans le droit international, quand un civil prend les armes, il n'est plus civil. Ce qu'on a vu, c'est une volonté de changer de régime, mais aussi de ne pas créer un régime d'échange. Il n'y a pas eu cette stratégie de remplacement. Ce qu'on a vu, c'est une chute de toutes les institutions, en commençant par l'institution militaire. Ce qui a fait qu'il y a un vide sécuritaire, et puis il y a eu
c'est l'ouverture des réserves militaires du pays, puis la prolifération des armes. Une absence des institutions également. Ouais. Premièrement, donc il y a la prolifération des armes à partir de la Libye vers les pays voisins. On a vu vers l'Égypte, mais aussi dans la région du Sahel. On a vu, deuxièmement, et c'est très important de le dire, un certain nombre de mercenaires de la sous-région du Sahel qui ont rejoint plus tard des groupes dits politico-militaires. On a vu la création du MNLA, c'était moins d'un mois après la mort de Kadhafi, et en moins de 15 jours après la chute du régime ATT le 22 mars 2012, le 6 avril du même mois, du mois d'avril, on a vu la proclamation, l'autoproclamation de l'Azawad. Heureusement que cette entité fictive n'a pas pu se concrétiser, vu le refus à la fois régional et international. Mais il faut dire aussi que de par la Libye en 2021, on a vu la création d'une situation nouvelle au Tchad par des facts, par ce front de l'action et de la concorde tchadienne. C'était des mercenaires qui étaient aux côtés de Haftar, oui, qui sont engagés dans une rébellion au nord. Dans cette rébellion, selon les sources officielles tchadiennes, il y a eu la mort du président Feu des Bento. Donc il y a encore cette relation, oui, relation presque pathologique entre la crise libyenne et la crise de la sous-région. Aujourd'hui, la crainte par rapport à l'avenir du Soudan, c'est par rapport à la sortie des mercenaires, notamment Janjaweed, qui pourrait enflammer encore une fois le conflit au Darfour, même dans d'autres provinces du Soudan. Donc, la résolution du conflit en Libye pourrait essentiellement aider dans l'apaisement d'un certain nombre de conflits à un micro-niveau dans ces régions. Je parlerai du nord de la Libye, plutôt du Tchad, la région de Kordofan et le Darfour au Soudan, mais aussi au nord du Mali. Aujourd'hui, ce qui est important à signaler, Madame Rim, c'est qu'il faut revenir, disons, aux principes de base. Les principes de base, c'est la préservation de l'unité de ces États, de leur sécurité, de leur souveraineté. L'approche algérienne, qui est une approche souverainiste, oui, est basée sur des principes de droit international, mais aussi sur des principes du bon voisinage. Donc ce qu'on veut, c'est que les frères maliens, les frères tchadiens, oui, les frères Burkina Faso arrivent à créer les conditions pour une stabilité systémique de leurs États, moins par trois choses. La paix, donc résolution du conflit à l'intérieur. Oui. Deuxième, sécurité par une prise en charge des besoins sécuritaires sur un plan multidimensionnel, mais aussi par un développement. J'estime que l'Algérie, de par son expérience, de par son engagement souverainiste et sa bonne volonté, pourrait être un acteur de résolution de ces conflits. Justement, par cette optique. Vous m'avez devancé. Je voulais vous parler de l'approche algérienne, la vision algérienne. L'Algérie qui, soulignons-le, requiert une très importante expérience dans la lutte antiterroriste, vantée partout dans le monde. Qu'est-ce qui la caractérise? Est-ce que les autres pays, les pays concernés par le terrorisme peuvent s'en inspirer? Madame Rim, il faut dire que notre approche, ce n'est pas l'approche du G5 Sahel. Et c'est la première des choses. Il faut vraiment faire la distinction entre ces deux approches. Il faut aussi faire la distinction entre les principes et les objectifs de ce G5 Sahel, qui n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, l'approche algérienne n'a jamais été le nôtre. N'a jamais été le nôtre, c'est pas le nôtre, il ne sera pas le nôtre, parce que ce qu'on veut, c'est une véritable approche qui respecte la souveraineté des États et qui refuse toute ingérence, et qui vise à créer une convergence sur le plan, non pas seulement opérationnel, mais sur le plan des principes d'engagement opérationnel. Donc il ne faut pas qu'il y ait des ingérences, il ne faut pas qu'il y ait des éléments de déstabilisation, mais il ne faut pas qu'il y ait aussi un diktat
d'un acteur aux dépens des autres. C'est ce qui fait la particularité de l'approche algérienne. L'Algérie est un acteur constructif qui refuse le diktat, qui refuse les ingérences, qui refuse toute agression contre la souveraineté des États. Notre approche est une approche souverainiste, une approche de solidarité, une approche de partage du savoir-faire, des bonnes pratiques, mais aussi des contributions dans le strict respect de notre doctrine de défense, dans le strict respect de nos principes et normes d'action diplomatique, et dans le strict respect aussi des relations extérieures avec ces pays. Donc, notre approche, on l'a vu depuis le CEMAC, QFL 2010, avec la création de ce qu'on appelait toujours les pays du champ, cette volonté à créer un épisystème de sécurité collective basé sur la souveraineté. Ce n'est pas des actions aux dépens des États. Aujourd'hui, ce qu'on voit même dans la logique du Sahel, c'est une soumission des pays à un schéma exogène. On n'a pas de schéma exogène, on a ce partenariat souverainiste basé sur la solidarité, la construction des capacités et la convergence. Avec des actions qui ciblent le développement, la déradicalisation. Absolument. On a en 2013, l'Algérie avait créé cette Ligue des ulémas érudits du Sahel, février 2013. Aujourd'hui, cette Ligue est toujours d'actualité. Elle a un rôle à jouer en matière de création de relais dans la déradicalisation. Ils sont présents je crois, dans 13 pays. Oui. Et on a aussi cette approche de construction des capacités. On a rappelé que l'Algérie, de par sa participation, son leadership dans le design de l'accord d'Alger concernant le Mali, est en train de présider le CSA, le comité de suivi de l'accord d'Alger. Il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire. On a vu les dernières réunions, notamment à partir de celle de février 2021, beaucoup de travail qui se fait justement dans la stabilisation, mais aussi dans la logique des DDR énoncée dans l'accord d'Alger. C'est passionnant, professeur. On apprend toujours grâce à vos analyses. Merci, professeur Mohamed Berkouk. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.